29 juillet 1945. Peu avant minuit, le sous-marin japonais I-58 entame sa plongée dans les eaux noires de la mer des Philippines. L'officier de navigation vient de repérer sur ses radars un navire ennemi. Le commandant Mochitsura Hashimoto reconnaît le croiseur américain l'USS Indianapolis. Il navigue à découvert, sans escorte et en ligne droite. Ordre est donné à l'équipage de se mettre en position de tir. Avec la lune derrière lui, les périscopes du sous-marin ont une vue directe sur leur cible. À bord, entre sang-froid et excitation, l'équipage attend silencieusement l'ordre du commandant. Les torpilles sont chargées. « Attendez, attendez !» répète plusieurs fois Hashimoto. La tension est à son maximum. Enfin, d'une voix forte et autoritaire, Hashimoto donne l'ordre d'ouvrir le feu. 6 torpilles sont tirées et se dirigent en éventail vers l'Indianapolis. Podcast Story. L'Indianapolis fend les vagues à une allure de 17 nœuds. Long de 186 mètres, armé de 17 canons et 8 mitrailleuses, c'est un des fleurons de la marine américaine. À son bord, près de 1200 hommes placés sous le commandement du capitaine Charles Butler McVeigh. Pour la plupart, ce sont de jeunes garçons à peine en âge de conduire une voiture. Le navire effectue une mission de la plus haute importance. Il a livré sur une petite île du Pacifique les composants principaux des 2 bombes atomiques qui seront larguées quelques jours plus tard sur Hiroshima et Nagasaki. Pour garder cette livraison secrète, l'Indianapolis est un vaisseau fantôme. Personne n'est au courant de son déplacement. Il n'a pas d'escorte et aucune feuille de route n'a été communiquée. Minuit. Dans sa cabine, le capitaine McVeigh écrit une lettre à sa fiancée. Il compte bien l'épouser à son retour. Au 3e niveau, sous le pont principal, le soldat de seconde classe Gill McCall garde un œil sur 2 membres d'équipage mis au fer pour insubordination. Quant à l'officier d'artillerie Harlan Twibble, 23 ans, il vient de terminer sa ronde de surveillance sur le pont secondaire et s'apprête à se coucher dans la cabine qu'il partage avec d'autres camarades. C'est alors que le capitaine est appelé de toute urgence au poste de commandement. L'officier de veille pense avoir aperçu quelque chose dans ses jumelles. Un périscope ? Possible. Après une brève analyse de la situation, McVeigh s'apprête à donner l'ordre de changer de trajectoire et de continuer la traversée en zigzag, une technique de navigation recommandée pour échapper aux tirs des sous-marins ennemis. Trop tard. Une première torpille explose contre la proue du navire. L'avant du bâtiment est arraché. Une seconde torpille frappe le milieu tribord au niveau du stock de munitions. L'Indy est coupé en 2. Sous le choc, Twibble est touché au côté gauche par un éclat d'obus. Il parvient tout de même à rejoindre ce qu'il reste du pont principal en remontant le long des couloirs plongés dans le noir. L'eau froide s'infiltre de toutes parts à une vitesse folle. C'est la panique totale. Une fois sur le pont, Twibble se dirige à l'arrière du bateau, accompagné d'un important groupe de soldats terrifiés, tenant fermement leur gilet de sauvetage entre leurs bras, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Le seconde classe McCall parvient lui aussi à remonter vers le pont supérieur, tout en aidant ses camarades blessés à sortir des décombres. Alors que l'eau s'introduit de plus en plus, l'ordre est donné de sceller le compartiment inférieur, condamnant ainsi les hommes toujours à l'intérieur. Une fois hors des entrailles du navire, McCall se retrouve entouré par les flammes. Il récupère un gilet de sauvetage et découvrant que la moitié avant du bateau a disparu, il se jette à l'eau. Le voilà aspiré par le courant provoqué par le naufrage du croiseur. La pression lui compresse le crâne. Mais grâce à son gilet de sauvetage, il finit tant bien que mal par remonter à la surface. Il nage de toutes ses forces pour s'éloigner de la nappe d'huile enflammée qui recouvre la surface de l'eau. Une fois en sécurité, McCall se retourne et découvre que les 3/4 du navire sont sous l'eau et que la poupe est quasiment à la verticale. L'Indy est sur le point de se faire avaler par la mer. Les immenses hélices tournent toujours dans un terrifiant bruit de moteur et plusieurs silhouettes sautent par-dessus bord d'une hauteur folle. Twibble et ses camarades sont pris au piège, accrochés à la poupe. Sans aucun gradé avec eux, le jeune homme décide de prendre le relais. Il hurle « Abandonnez le navire !» Pétrifié par la peur d'une mort certaine, aucun des hommes n'ose bouger.
« Suivez-moi !» crie-t-il avant de se jeter par-dessus la rambarde. Les autres garçons réagissent enfin et se jettent aussi à l'eau. McCall, lui, est seul. Il flotte entre les corps calcinés encore fumants. Après un effort acharné pour rejoindre un groupe de rescapés entassés sur un radeau de fortune, il sent un goût rance, immonde, lui remonter dans la gorge. Comme beaucoup d'autres, il vomit l'huile noire qu'il a avalée en se débattant sous l'eau. Parmi les rescapés, le capitaine McVeigh assiste impuissant au naufrage de son navire. 12 minutes seulement après le premier impact, l'USS Indianapolis disparaît dans les eaux de la mer des Philippines, emportant 300 hommes avec lui. Le reste de l'équipage, près de 900 soldats, flotte au milieu de la mer dans une nuit d'encre. L'odeur du mazout et des corps brûlés est insupportable. C'est un cauchemar. Et ce n'est qu'un début. Au petit matin, le soleil apparaît enfin. Des groupes se sont formés et dérivent comme des îlots humains. Les survivants sont épuisés, englués dans l'huile noire qui leur recouvre le visage et les bras. Certains sont réfugiés à bord de radeaux improvisés, les jambes toujours sous l'eau. D'autres n'ont même pas de gilet et se tiennent à bout de bras à des débris ou à des caisses de pommes de terre. Durant la nuit, beaucoup d'hommes sont morts noyés ou des suites de leurs blessures. De nombreux cadavres gonflés, la peau fondue, se cognent au gré des vagues. Tweeble tente de garder son calme et assure le commandement de son groupe. Il demande aux marins de se compter. Ils sont 325, ce qui en fait le groupe le plus nombreux. Le seul canot de sauvetage est réservé aux blessés les plus graves. Tweeble incite les hommes à s'attacher entre eux pour ne pas dériver seuls en cas de forte houle ou de malaise. Quelques-uns préfèrent partir à la recherche d'un camarade parmi les autres groupes. La chaleur devient très vite insupportable. Les rayons brûlants du soleil et le manque d'eau douce font leur première victime. Tenir bon, c'est tout ce qu'il reste à faire. Quand la nuit tombe, toujours aucun navire à l'horizon. Aucun message de détresse n'a pu être envoyé. On l'a dit, ils menaient une mission top secrète. Personne ne connaît leur position. L'équipage est abandonné à son sort. Au début, la chute de température est vécue comme un soulagement, mais très vite, le froid engourdit les corps des naufragés qui se mettent à espérer le retour du soleil. Beaucoup succombent d'hypothermie. En 24 heures, des dizaines de cadavres supplémentaires se sont mis à flotter autour des survivants. Le deuxième jour, tout recommence. La chaleur et la déshydratation assomment les survivants et toujours aucune trace de secours. Au centre de commandement, le navire n'est toujours pas porté disparu. On le pense simplement en retard. Personne n'imagine l'horreur que s'apprêtent à vivre les naufragés de l'Indianapolis. Quand un homme meurt, son gilet est donné à celui qui n'en a pas. Sur le canot aussi, les places se libèrent rapidement. McCall est toujours dans l'eau, appuyé contre le radeau. La peau de ses mains, rongée par le sel et le soleil, tombe en lambeaux, et le moindre contact avec l'eau le fait hurler de douleur. Comme la veille, tout le monde attend avec impatience le coucher du soleil, tout en sachant bien qu'une nuit glaciale pourrait leur être fatale. En fin de journée, Tweeble aperçoit un de ses hommes quitter le groupe. Il veut rejoindre la côte à la nage. C'est du suicide. Impuissant, Tweeble l'observe s'éloigner. Soudain, un mouvement attire son attention. Une forme sombre semble s'approcher du marin. Tweeble réalise avec effroi ce dont il s'agit. Un aileron. Un autre apparaît alors, puis un autre, et encore un autre. Soudain, l'énorme gueule d'un requin aux dents acérées surgit hors de l'eau et happe le pauvre homme avant de s'enfoncer sous la surface dans un bouillonnement d'écume rouge. Attirés par le chaos causé par la panique des naufragés, les squales se rapprochent et encerclent les différents groupes. Ils s'attaquent d'abord aux cadavres. Puis vient le tour des soldats isolés. Les requins se partagent les corps démembrés. Ils s'excitent et s'approchent maintenant des groupes. Les marins hurlent et frappent la surface de l'eau pour tenter d'effrayer les prédateurs. Mais ça ne marche pas. Les attaques se multiplient et le sang attire toujours plus de requins. La nuit venue, d'épais nuages cachent la lueur de la lune. Les hommes sont plongés dans le noir total. McCall
tentent de rester éveillés. Sous la surface, des dizaines de requins font des va-et-vient incessants et jouent avec leur proie. Un marin hurle. Quelque chose vient de toucher son pied. Ils sont là, tout près. La tension est insoutenable. De tous côtés, des cris de terreur retentissent régulièrement. Puis, en quelques secondes, plus rien. À part le remous des vagues. Dans un autre groupe, un canot se retourne. Plusieurs hommes déjà blessés tombent à l'eau. Les requins se ruent. L'eau bouillonne de sang et éclabousse les soldats qui se débattent en poussant des hurlements à en déchirer le ciel. Au matin du 3e jour, les attaques des squales ont encore fait de nombreuses victimes. Les survivants baignent dans une eau rougie du sang de leurs camarades. Au petit matin, McCall s'est écroulé de fatigue. À son réveil, la chaleur l'assomme déjà. À quelques mètres de lui, il aperçoit un des 2 prisonniers qu'il surveillait au moment du naufrage. L'homme semble lui aussi s'être assoupi. Il flotte dans son gilet de sauvetage. McCall nage péniblement jusqu'à lui pour le réveiller. L'homme ne réagit pas. Son corps bascule en arrière et McCall découvre que les jambes du malheureux ont disparu. La moitié des rescapés sont morts. Les autres attendent leur tour, n'ayant plus l'espoir d'être un jour sauvés. La situation est désastreuse. À tout cela s'ajoute la folie. La soif entraîne des délires hallucinatoires et des crises d'hystérie. Certains imaginent un navire au loin et se noient ou se font dévorer en tentant de le rejoindre. D'autres sont persuadés de voir l'épave de l'Indianapolis à seulement quelques mètres sous la surface et pensent pouvoir y trouver de l'eau et de la nourriture. Ils plongent, persuadés que la cantine est restée ouverte. Des hommes se mutilent le visage brûlé par le soleil. D'autres se battent à coups de couteau sans aucune raison ou en pensant voir des soldats japonais à la place de leurs camarades. Pour tenter de ramener ces hommes à la raison, Tweeble déclame des prières à haute voix. Le 4e jour, toujours plus de corps flottent autour des derniers naufragés. La soif, la chaleur et les attaques de requins continuent de faire de nouvelles victimes. Étendu sur le dos, Gill McCall se laisse flotter, observant peut-être pour la dernière fois le ciel bleu. Sa bouche est asséchée. Il a l'impression que sa langue est en coton et les rayons du soleil lui ont brûlé les yeux. Soudain, un son lointain résonne au-dessus de sa tête. Un bruit de moteur. Les yeux plissés, il aperçoit un avion de patrouille. Ce n'est pas le premier à passer au-dessus des rescapés. Aucun ne les a remarqués. Mais cette fois-ci, l'avion opère un demi-tour et pique droit sur eux. N'ayant plus assez de force pour parler ou prévenir ses camarades, McCall se contente de lever le bras en l'air. À bord de l'hydravion, le commandant Robert Marks et son équipage découvrent avec stupeur les centaines d'hommes au visage noirci flottant au beau milieu de l'océan. Il s'approche et ordonne à ses hommes de larguer la totalité des radeaux et des gilets de sauvetage présents dans l'appareil. Tout en continuant de survoler la zone du naufrage, Marks prévient ses supérieurs et lance un appel d'urgence. Une fois l'appel de détresse transmis, Marks a pour ordre de retourner à la base. Pourtant, voyant les survivants se débattre au milieu des requins et ne parvenant pas à rejoindre les canots de sauvetage, il décide d'amérir pour porter secours à un maximum de soldats. Les survivants reprennent espoir et savent qu'ils n'ont plus que quelques heures à endurer avant l'arrivée des secours. Leur calvaire est bientôt terminé quand le soleil se couche une dernière fois. Mais l'attente est interminable. La nuit est tombée et les requins sont bien décidés à en profiter. Et le carnage reprend dans un ultime bain de sang. Marks et son équipage parviennent tout de même à faire monter 56 hommes à bord de l'avion et sur ses ailes. Enfin, à l'horizon apparaissent les lumières d'un navire. L'USS Cecil Doyle, un destroyer de l'US Navy, s'approche des survivants qu'il repère à l'aide de ses projecteurs, malgré le risque d'attirer l'attention de l'ennemi japonais. D'autres bâtiments de la flotte américaine, comme l'USS Bassett, arrivent à leur tour pour venir en aide aux rescapés qui sont enfin sortis de l'eau. Durant ces 4 jours, ils ont dévié sur 58 milles, soit environ 93 kilomètres. Tweeble est épuisé et réalise enfin que le cauchemar est terminé. Sur les 325 hommes de son groupe, seuls 151 sont encore en vie. Tenant son rôle de meneur jusqu'au bout,
Il est le dernier à monter à bord de l'USS Bassett. Une fois sur le pont du navire, il salue l'officier face à lui et lui déclare d'une voix tremblante et les larmes aux yeux « Je remets l'équipage de l'USS Indianapolis à l'USS Bassett. » Les survivants sont conduits dans les heures qui suivent à l'hôpital militaire de Samar aux Philippines. Au total, seuls 316 hommes sur les 1200 à bord ont survécu au naufrage de l'Indianapolis, qui reste à ce jour le plus meurtrier qu'a connu la marine des États-Unis. Cette catastrophe est également l'attaque de requins la plus mortelle de l'histoire. Le 15 août 1945, le Japon capitule après avoir subi par 2 fois les ravages de la bombe atomique. La guerre est sur le point de se terminer. Le même jour, le peuple américain découvre le récit de la catastrophe de l'Indianapolis et de ses 900 soldats morts dans d'atroces conditions. Pour satisfaire l'opinion publique, l'armée américaine a besoin d'un coupable, d'un bouc émissaire. Elle accuse alors le capitaine McVeigh. Il a survécu au naufrage et garde un profond traumatisme de ses 4 jours en mer, à voir son équipage mourir sous ses yeux. Bien qu'ayant fait preuve d'un courage et d'un dévouement sans faille envers ses hommes, il est tout de même reconnu responsable du naufrage par les autorités militaires. On l'accuse de ne pas avoir procédé à la navigation en zigzag, manœuvre recommandée en cas d'attaque. McVeigh s'insurge. Selon lui, c'est avant tout le refus d'escorte et le manque de communication de son état-major qui sont la cause principale de ce malheur. Le 3 décembre, le capitaine McVeigh passe en cour martiale. Plusieurs de ces hommes, dont McCall et Twibble, viennent témoigner en sa faveur. Alors que le procès s'enlise, un autre soutien pour le moins inattendu se présente à l'audience. Le capitaine japonais Mochitsura Hashimoto, celui-là même qui commandait le sous-marin responsable du naufrage de l'Indy, témoigne lui aussi en faveur de McVeigh. Il affirme que l'Indianapolis n'avait aucune chance d'échapper aux tirs de torpilles, même en suivant la procédure de navigation en zigzag. Mais le tribunal n'est pas convaincu. Ou alors, les juges ont simplement besoin d'un coupable et ne s'embarrassent pas à démêler le déroulement de l'histoire. Charles McVeigh est déclaré coupable de négligence ayant entraîné la mort de centaines de jeunes soldats américains. La sentence reste assez minime. McVeigh s'en sort avec une diminution de son ancienneté militaire. Il devient le seul commandant de l'US Navy à être jugé pour la perte d'un navire de combat durant la Seconde Guerre mondiale. En 1968, après des années de silence, anéanti par le traumatisme et l'injustice, le capitaine McVeigh se suicide avec son arme de service dans le jardin de sa maison. Il faudra attendre l'année 2000 et une campagne de réhabilitation demandée par les rescapés pour que le Congrès des États-Unis finisse par le reconnaître innocent. La triste fin de l'USS Indianapolis reste encore aujourd'hui ancrée dans la mémoire américaine. Elle est notamment connue à travers le monologue du personnage de Quint dans le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. En 2017, l'épave est retrouvée dans la mer des Philippines à près de 5500 mètres de profondeur. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.